Très bien, alors on va commencer. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la micro-injection et comment elle est gérée avec Molflow et comment on peut l'optimiser. Dans un premier temps, je vais me présenter parce que je suis arrivé à Applicit au mois de novembre. Donc du coup, je suis plus ou moins nouveau dans l'équipe. Je m'appelle... Ah, j'ai un problème avec le partage d'écran. J'ai un problème avec le partage d'écran. Alors attendez. Migration, alors attendez. Ok, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc, comme je disais, je m'appelle Sébastien Faure, donc je suis ingénieur application, je m'occupe de la simulation Molflow, NetFab aussi pour l'additif et un peu de fusion. Au niveau de mon expérience professionnelle, avant d'arriver à Applicit, j'ai travaillé 4 ans au sein d'Autolive, donc il y a un équipementier automobile dans lequel j'ai exercé le travail d'ingénieur simulation sur Molflow. Et avant ça, j'ai eu quelques expériences professionnelles dues à des stages, etc. dans mon parcours scolaire, quoi, sur Plastic Brenez, Le Grand et OKK qui s'appelait avant ABC Technologies, qui sont tous des injecteurs plastiques. Et enfin, ou en tout cas dans l'unité d'injection plastique. Et au niveau de mes diplômes, j'ai un diplôme d'ingénieur des mines de Douai et en partenariat avec l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon. Au niveau de l'agenda et de toutes les informations concernant les webinars, les prochaines formations, etc. sur Applicit, je rappelle qu'on a notre site internet et que vous pouvez donc tout trouver dans l'onglet agenda. Aussi, il y a l'onglet blog qui permet de retrouver tous les articles que nos équipes écrivent. Notamment moi où je fais des contributions sur Molflow, toute l'équipe, Hervé, Cédric font aussi des contributions sur Molflow, Fusion, NetFab, etc. Donc au niveau de l'agenda des webinaires, donc aujourd'hui c'est micro-injection. Le prochain, du mois prochain, ça portera sur les bonnes pratiques du job manager, enfin job manager, du computer manager maintenant. Et donc là, vous avez toute la feuille, la liste, la route de tous les webinaires qui sont organisés pour cette année. Donc au niveau du sommaire évidemment, je n'ai pas précisé, mais si vous avez si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire via l'utilitaire de GoToWebinar. Après, j'y répondrai à la fin, comme ça elles seront toutes notées, et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc au niveau du sommaire, je vais faire un bref rappel du process de la micro-injection, de ses avantages, de ses risques, des machines, des spécificités sur les presses à injecter qui sont utilisées pour la micro-injection et rapidement un tour des secteurs d'activité que ça concerne. Ensuite, on va rentrer dans le dur du sujet, si je puis dire, en regardant un petit peu les paramétrages du solver de Molflow et donc comment mettre en données correctement tout ce qui est paramétrage, donc solver, viscosité, échange thermique, et aussi la lecture des résultats pour avoir des bons résultats représentatifs. Également, je parlerai donc du maillage et des spécificités du maillage dû à la micro-injection, donc du maillage de l'alimentation, du maillage des pièces, de la densité des éléments. Donc quand je parle de densité d'éléments, je parle autant de ce qu'il y a en surface que dans l'épaisseur. Et enfin aussi, ce qui est facultatif, mais quand même qu'on peut noter, ce qu'apporte le FEM dans la micro-injection. Et après, je conclurai en réévoquant les points présentés et en répondant aux questions que vous m'auriez posées. Donc au niveau du process de la micro-injection,
Le process de la micro-injection est en fait, donc tout d'abord, qu'est-ce que la micro-injection? La micro-injection, c'est des pièces avec des géométries, enfin des dimensions et des masses extrêmement réduites. Donc on parle de micro-injection à partir du moment où on parle de moulée qui va de 1 gramme inférieur à 1 gramme. Et de la même manière pour les dimensions à respecter. Donc c'est-à-dire qu'on peut parler de micro-injection quand une pièce n'est pas forcément au micron, mais quand on a des tolérances sur cette pièce à respecter, des tolérances géométriques et dimensionnelles, qui sont de l'ordre de 10 à 100 microns. Donc au niveau de la phase d'injection, de la micro-injection, on a des phases d'injection qui sont a priori semblables à ce qui est utilisé pour l'injection plastique. Néanmoins, il y a deux phases qui s'ajoutent. Une phase de mesure possible, donc ce qui est facultatif. Donc la phase de mesure, c'est ce qui se fait avec le fourreau que l'on peut voir en bas à droite de l'écran. Donc en fait, c'est un système qui va permettre de mesurer précisément la matière à injecter dans la cavité et qui va ensuite l'injecter à l'aide d'un piston. De cette manière-là, on peut maîtriser complètement le volume injecté dans la cavité. Et notamment aussi au niveau du remplissage, les particularismes qu'il peut y avoir de la micro-injection, c'est la mise sous vide de l'empreinte de la cavité afin de favoriser le remplissage des cavités. Vu que tout est réduit dimensionnellement, c'est plus simple, ça peut faciliter le remplissage de faire le vide. Donc en fait, ça fonctionne comme une éventation, sauf que plus on vient faire le vide dans la cavité. Bon, au niveau des pièces qui sont concernées par la micro-injection, on a tout ce qui peut être électronique, la médecine aussi, qui est utilisée pour la micro-injection, des pièces automobiles et aussi tout ce qui peut être mécanisme, micro-mécanisme d'assemblage qui peuvent être micro-injectés. Au niveau des presses, on a des styles de presse qui peuvent être particulières pour la micro-injection avec des tonnages réduits et des diamètres de vis réduits. Donc là, par exemple, c'est ce que vous voyez à droite, avec des capacités de presse dont la force de verrouillage atteint 62 kN au maximum, par exemple. Donc c'est vraiment des pièces qui sont dimensionnées pour la micro-injection. Sinon, des presses standards, bien qu'avec un dimensionnement faible, peuvent être utilisées pour pouvoir injecter des pièces aux dimensions équivalentes à la micro-injection. Et au niveau des secteurs d'activité qui sont concernés par la micro-injection, vous avez différents secteurs. Donc les principaux sont l'automobile et le médical. On note aussi la télécommunication et les systèmes de contrôle. Donc en fait, on revoit un petit peu les pièces évoquées, on revoit un peu les secteurs d'activité qui étaient concernés par les types de pièces présentées dans le slide précédent. Au niveau des avantages de la micro-injection, en fait, on va retrouver les avantages de l'injection standard, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut injecter des gros volumes de production, hein, avec des coûts forcément réduits, vu qu'on va faire tout simplement l'avantage de l'injection plastique, quoi, qui est d'injecter des gros volumes et qui nous permet de faire des économies sur les grosses productions, quoi. Et aussi, on peut injecter des pièces à géométrie complexe et enfin le temps de cycle court. Donc, comme je vous dis, la micro-injection la micro-injection reflète les avantages de la micro-injection reflètent ceux de l'injection plastique. Au niveau des risques et des inconvénients, par contre, ils sont plus particuliers au niveau de l'empreinte, surtout du moule. Donc où la qualité de l'usinage, là, forcément, va jouer un rôle extrêmement important sur la qualité de la pièce. Pourquoi? Parce que vu que tout est beaucoup plus petit, le niveau de détail de l'usinage doit être beaucoup plus élevé. L'usure de l'usinage aussi qui est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Tout simplement parce que l'usinage il est beaucoup moins dimensionné, on va dire, que l'outillage d'injection classique. Ce qui fait que forcément, les moules va tendance à s'user beaucoup plus vite. Et enfin, c'est les dimensions, c'est les cotations des pièces, les cahiers des charges en règle générale, tout ce qui concerne le dimensionnement des pièces qui va être beaucoup plus compliqué à obtenir qu'en injection classique parce que forcément, les dimensions étant beaucoup plus réduites, pouvoir rester dans les specs qui nous sont donnés au moment de la micro-injection est beaucoup plus compliqué.
Alors ModeFlow dans tout ça, dans comment on intègre ModeFlow et à quoi ça sert exactement pour la micro-injection? Eh bien, ça va servir tout simplement à anticiper les problématiques. Ah, normalement, il y a une petite vidéo. Tac, on peut anticiper les problématiques dues au remplissage de la cavité, au remplissage, au compactage, comprendre les problématiques que l'on rencontre, donc c'est-à-dire comprendre leurs phénomènes rhéologiques et ensuite pouvoir les améliorer, et donc de manière à, par exemple, réduire le gauchissement. Comme vous voyez, la pièce n'est pas plane, elle permet d'être plane. Donc en prenant en fait en compte tout ce qu'on a considéré dans les problématiques de la simulation, jouer sur ces problématiques-là pour les réduire et ensuite obtenir des pièces de bonne qualité en fait. Donc les possibilités de ModeFlow vis-à-vis de la micro-injection, eh bien, ça correspond plus ou moins aux possibilités de ModeFlow dans l'injection standard, on va dire. Donc c'est-à-dire que ça supporte le multi-empreinte, ça fonctionne de la même manière, donc en important des Corsao, mais aussi des STL, etc. Dans ModeFlow, et on peut simuler le remplissage, le compactage, la déformation et évidemment la thermique dans les séquences d'analyse. Donc on peut dire que les possibilités globales sont équivalentes à celles de l'injection, des simulations d'injection plastique standard. Donc maintenant, on va parler des paramétrages du solver. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que l'on doit mettre en œuvre pour obtenir et viser une simulation la plus représentative possible pour la micro-injection. Donc globalement, il y a 3 paramètres sur lesquels il faut se focaliser au niveau du solver pour permettre une meilleure représentativité des résultats de simulation. Donc en premier lieu, il y aura la viscosité élongationnelle. Donc c'est la viscosité surtout qui joue au moment du passage du seuil d'injection. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Les transferts thermiques qui sont différents en micro-injection qu'en injection standard. Donc il faut réajuster le paramétrage des transferts thermiques. Et enfin, au niveau de la lecture des résultats, comment paramétrer le solver de manière à ce qu'au moment du découpage des résultats de ce qui nous restitue, ça soit beaucoup plus parlant, ou en tout cas qu'on ait une qualité équivalente à celle de l'injection plastique standard. Donc au niveau de la viscosité élongationnelle, juste décrire ce qu'est la viscosité élongationnelle. Donc c'est une viscosité qui est différente de la viscosité au cisaillement, parce que cette viscosité-là, elle va jouer plus sur la compressibilité de la matière plastique au moment du passage du seuil. C'est ce qui notamment, cette viscosité provoque le jet libre sur les pièces plastiques. Donc ça va jouer sur la pression de la matière et sa fluidité. Et donc en fait, il faut comprendre que l'évolution de la viscosité de la matière lors de l'injection plastique, c'est plutôt la combinaison de ces deux modes de viscosité, donc en gros viscosité au cisaillement et viscosité élongationnelle. Ce que ça donne en termes de différence de résultats sur ModeFlow, c'est le suivant. Donc notamment en termes de pression. Donc ici, vous pouvez voir une simulation sur une pièce micro-injectée sans la prise en compte de la viscosité élongationnelle, et ici avec la prise en compte de la viscosité élongationnelle au même instant, donc à la commutation. Donc on constate que la pression déjà à la commutation est beaucoup plus forte avec la prise en compte de cette viscosité élongationnelle dans la simulation. De même que le gauchissement va être différent, va être donc réduit, va être, disons, plus homogène avec la prise en compte de cette viscosité élongationnelle. Donc ça signifie que ça change aussi le résultat de gauchissement. Donc ça nous apporte une meilleure précision sur l'anticipation de ce gauchissement-là. Et donc ici, vous avez deux courbes comparatifs, avec une en orange, une simulation, l'évolution de la pression avec la prise en compte de la visco-élongationnelle dans la simulation, et la bleue qui est la même sans la prise en compte de la viscosité élongationnelle. Donc comment ça fonctionne exactement dans ModeFlow et comment la mettre en œuvre? Eh bien ça fonctionne de cette manière. La viscosité la viscosité de base dans ModeFlow est calculée via un modèle Cross WLF, donc qui est ce modèle suivant, dans lequel on peut voir donc l'évolution de la viscosité dépend de la température, de la pression, du taux de cisaillement, et normalement, basiquement, c'est tout, sachant que dans le modèle Cross WLF, vous avez un coefficient
qui est le D3 et qui permet de corriger, on va dire, cette évolution de viscosité pour prendre en compte aussi la viscosité longationnelle. Mais dans le cas de la micro-injection, il faut être un petit peu plus précis que ça. C'est pourquoi on ajoute ce terme à l'équation cross WLF, donc ce terme-là qui va décrire l'évolution de la viscosité longationnelle durant l'injection plastique. Donc en gros, ce terme-là est décrit par cette équation-là. Avec nous, sur ModFlow, ce que l'on va déterminer, ça sera les coefficients A dans cette équation et le coefficient B. À noter que pour la prise en compte de cette viscosité longationnelle, il faut impérativement que le maillage de l'alimentation soit en 3D. Soit en 3D, enfin que le maillage de l'alimentation, le maillage du seuil en tout cas soit en 3D, que le maillage du passage de l'alimentation à la pièce soit discrédité par des éléments tétraédriques. Donc où est-ce qu'on règle ça dans ModFlow? Eh bien, on règle ça dans les paramètres de la matière. Dans l'onglet propriétés rhéologiques, vous allez avoir un onglet, une case à cocher en bas des propriétés rhéologiques qui est viscosité longationnelle. Donc en fait, cette case-là va vous ouvrir cette fenêtre une fois qu'elle sera cochée, dans laquelle vous devez soit définir les coefficients A et B. Donc les coefficients A et B par défaut, ou en tout cas préconisés par Autodesk quand ce n'est pas renseigné parce que ce n'a pas été caractérisé par le fournisseur matière, il conseille de mettre 10 pour le coefficient A et 500 pour le coefficient B. Sachant que pour les matériaux qui sont caractérisés, vous aurez déjà des valeurs qui sont remplies et qui correspondent exactement à votre matériau. Donc moi par contre, ce que je conseille plus de par l'expérience, ce que je préfère faire moi, au lieu de mettre les paramétrages par défaut, c'est de chercher un équivalent matière dans la base de données ModFlow qui est caractérisé pour la visco-élongationnelle, de prendre ces coefficients-là et de la mettre dans une matière qui ne serait pas caractérisée. Pour, disons, être un petit peu plus fidèle, parce que 10 et 500, c'est générique, mais la visco-élongationnelle, par exemple, entre un PP, un ABS ou un polyamide, sera pas la même chose, quoi. Donc maintenant que la visco-élongationnelle a été évoquée, je vais vous parler d'un autre paramètre solver qui est le HTC, ou le coefficient d'échange thermique. Donc, qu'est-ce que le coefficient d'échange thermique? Le HTC, donc qui est un coefficient que l'on rentre dans ModFlow, va permettre de jouer sur le transfert de chaleur. Donc le transfert de chaleur qui est entre le polymère et l'acier, et l'acier du moule. Donc globalement, comment est calculé donc cet échange de chaleur? Il est calculé en fonction du coefficient de HTC, donc le coefficient d'échange thermique, et du delta de température entre le polymère et l'acier. Et donc en fait, du fait d'un meilleur contact entre le polymère et l'acier dans la micro-injection, vu que toutes les dimensions sont resserrées, le contact entre le polymère et l'acier est meilleur, on va dire, et de meilleur, ou en tout cas est plus parfait, entre guillemets. Eh bien, le HTC doit être réajusté par rapport à l'injection plastique classique, de manière à avoir une évolution thermique de polymère durant le cycle d'injection qui est plus représentative de la micro-injection. Donc, où est-ce que l'on règle ça dans ModFlow? Donc, on le règle dans les process avancés, des process solver avancés. Et donc, lorsque le maillage est en 3D, c'est dans l'onglet maillage. Il y a un onglet maillage qui va être présent dans les process avancés. Et dans cet onglet maillage, en fait, vous allez retrouver ce coefficient d'échange thermique pour le remplissage, le compactage et détaché. Donc, détaché, c'est le refroidissement. Et donc, en fait, il y a eu des écrits qui ont été faits, des articles qui ont été publiés qui montrent que pour l'évolution expérimentale, donc là, par exemple, vous avez pour une injection donnée l'évolution de la température en bleu, qui est l'évolution de la température expérimentale. Vous pouvez voir qu'en fait, avec le ModFlow Run 1, donc c'est-à-dire les paramètres par défaut, donc ceux-là, la courbe épouse moins bien les données expérimentales qu'avec un paramètre HTC évalué à 7700. Où là, on voit bien que la courbe de simulation d'évolution thermique épouse correctement la courbe obtenue en expérimental. Donc par conséquent, il faut que pour le maillage, ou en tout cas les paramètres de HTC dans les process avancés, soient augmentés. Donc au lieu de mettre 5000 et 2500, qui sont les valeurs par défaut
pour le remplissage et le compactage, vous devez les augmenter à 7700 pour le remplissage et pour le compactage. En détaché, on ne touche pas. Pourquoi? En fait, dû au retrait volumique, de toute façon, la matière plastique ne sera plus en contact, on va dire, direct avec l'acier. Et donc, en fait, cette valeur-là, elle change pas vraiment parce que de toute façon, la matière, un retrait va s'appliquer sur la matière, que ce soit en injection classique ou en micro-injection. Et donc ça, au niveau des résultats sur mode flow, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une évolution de la température différente. Donc, on peut le voir ici entre un HTC par défaut et un HTC optimisé. Et aussi une différenciation, notamment, donc là, c'est sur un point pris pour une pièce micro-injectée, du gel du seuil. Donc là, en fait, on a le HTC qui va permettre de retarder, entre guillemets, le gel du seuil par rapport à un HTC par défaut. Donc forcément, ça signifie que, bon, donc là, on voit que c'est 0,4 secondes, mais dans le cadre d'une micro-injection, 0,4 secondes, enfin, c'est énorme, entre guillemets. Et donc en fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va pouvoir compacter la matière 0,4 secondes plus longtemps avec un HTC optimisé, ce qui sera plus représentatif, 4 secondes moins longtemps avec un HTC optimisé, ce qui sera plus représentatif de ce que vous obtenez lorsque vous injectez une pièce de micro-injection. Donc là, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire qu'on gagne 0,4 secondes à chaque fois, c'est 0,4 secondes pour la pièce qui a été testée. Et enfin, au niveau des paramétrages des résultats, donc comment obtenir en fait des résultats visibles, nous, après la simulation. Donc on va dire que par défaut, j'aime bien comparer ça à des FPS. Donc des FPS, c'est quoi? C'est le nombre d'images par seconde que l'on visualise sur un écran, par exemple, pour un film ou une vidéo. Et donc en fait, on va dire que par défaut, ModeFlow, si on devait comparer, est à 10 FPS. Et donc en fait, pour la micro-injection, on doit augmenter cet affichage-là pour qu'il soit beaucoup plus fluide à 60. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une injection classique, on va dire que le remplissage de l'alimentation et de la pièce, l'alimentation est faible, quoi. Enfin, ce que représente dans la masse globale de la pièce, l'alimentation est extrêmement faible. Or, pour la micro-injection, la masse de l'alimentation va être plus forte même que celle de la pièce. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de représenter une infime partie de l'injection, elle va représenter les 3/4 de l'injection. Donc, c'est-à-dire qu'au moment du découpage des résultats, le dernier quart, on va mal, donc le dernier quart qui correspond à la pièce, on va mal pouvoir le visualiser, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut augmenter le nombre, on va dire, de découpage de résultats, de manière à ce que ce dernier quart-là, on puisse avoir une visualisation correcte du remplissage, du compactage de la pièce micro-injectée. Donc, à ce niveau-là, ça se règle aussi dans les paramètres solver avancés. Et donc, dans les paramétrages de solver avancé, vous avez paramétré un onglet qui s'appelle paramètres d'affichage de résultats, qui est par défaut réglé à 5, 5 et 3, sur lequel je conseille moi de le monter à 25 de manière à visualiser correctement les résultats pour la phase de remplissage, compactage, refroidissement pour des pièces micro-injectées. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que là, bon, j'ai pris un graphique d'évolution de température en exemple, ça va discréditer avec plus de points l'évolution de la température. Et de manière plus générale, en fait, ça va permettre de visualiser, on va dire, de manière beaucoup plus précise, l'évolution de la pression, de la température, du cisaillement dans la pièce micro-injectée. Donc maintenant que les paramètres solver ont été présentés, je vais passer au paramétrage du maillage et comment les conformer, on va dire, à la micro-injection. Donc dans les paramétrages de maillage, comme je vous évoquais précédemment, il va y avoir 3 grands thèmes. Le premier, ça va être le maillage de l'alimentation en 3D. Le second, la densité de maillage autant en surface que en épaisseur sur la pièce. Et enfin, quelque chose qui est un petit peu plus facultatif, mais que je souhaitais quand même évoquer, c'est le maillage en FM. Alors au niveau du maillage de l'alimentation, pourquoi alimenter obligatoirement l'alimentation, mailler obligatoirement l'alimentation par tétraède? Et tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de prendre en compte la viscosité longationnelle.
mais ça permet aussi d'être plus représentatif, on va dire, de ce qui se passe dans les phénomènes d'écoulement du fluide dans l'alimentation. Alors pourquoi c'est plus important dans ce cadre-là de la micro-injection qu'en classique? Eh bien, c'est-à-dire, comme tout à l'heure je l'évoquais, l'alimentation est beaucoup plus grosse, on va dire, en volume que la pièce en elle-même. Et donc les phénomènes rhéologiques d'évolution de température, de pression, qui va se passer dans l'alimentation va beaucoup plus nous intéresser et jouer sur le résultat de l'injection de la pièce que dans l'injection standard. Donc ce que ça donne en termes de résultats concrets, le maillage de l'alimentation en 3D, ça va donner en fait une meilleure appréhension des rotations et du gauchissement. Donc au niveau des rotations, ça va avoir tendance à moins disons pas sous-évaluer, mais à, à sous-estimer, enfin pas sous-estimer, à estimer correctement les rotations, là où sans alimentation 3D, les rotations vont être surestimées. Et de la même manière pour le gauchissement. Donc ça c'est pour le maillage de l'alimentation. Ensuite, pour le maillage de la pièce en elle-même, ce que je conseille, c'est de mailler plus finement la pièce, donc c'est-à-dire en utilisant un rapport d'échelle dans les paramétrages de maillage de 0,5 plutôt que le rapport d'échelle qui est par défaut qui est de 1. Et de cette façon-là, on va optimiser et le remplissage de la pièce, les résultats de remplissage de la pièce, mais surtout les résultats de retrait volumique. Où vous pouvez voir ici avec un maillage par défaut, on a un retrait volumique certes qui est visible, mais qui est moins bien localisé qu'avec un maillage qui est affiné sur la pièce. Alors attention, chose à faire pour optimiser le maillage du modèle. Évidemment, un maillage plus fin, ça veut dire que le temps de calcul va légèrement va augmenter. Alors ce que je conseille de faire, moi, c'est de bien faire attention au moment de générer le maillage, de séparer le maillage de l'alimentation du maillage de la pièce. C'est-à-dire que l'alimentation peut rester sur un maillage donc tétraédrique, mais avec des paramétrages standards au niveau de la taille des éléments. Tandis que pour la pièce, on peut se focaliser dessus et régler un maillage qui est beaucoup plus fin. De cette manière-là, on a une légère augmentation du temps de calcul, mais une grosse augmentation de la qualité des résultats. Et après, de la même manière, la densité de maillage de discrétisation de l'épaisseur aussi va avoir un rôle important, un impact sur les résultats. Et donc, c'est pour ça que je conseille de changer la valeur par défaut du nombre d'éléments dans l'épaisseur, qui est de 10, et la changer pour qu'elle soit plutôt de 15, entre 13 et 15 éléments. Et de cette façon-là, vous aurez aussi une amélioration des résultats durant le remplissage. Donc là, j'ai mis en évidence le cisaillement, où on a un cisaillement finalement qui est beaucoup plus fort que ce qui est avec le maillage par défaut. Et aussi au niveau du retrait volumique, où on aura un retrait volumique qui est beaucoup plus localisé sur la pièce. Et donc de cette façon-là, en combinant et une densité de maillage plus forte et un nombre d'éléments dans l'épaisseur plus élevé, on peut avoir des résultats qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus localisés sur la pièce. Et enfin, donc le maillage en FEM, qu'est-ce que ça apporte? Le maillage en FEM, il va surtout être là pour justifier, on va dire, une stratégie, enfin, ou en tout cas un design de régulation qui a été déterminé. Et donc en fait, ça va permettre donc de justifier si la régulation est bonne ou pas pour la pièce en question. Mais de manière générale, comme vous pouvez le voir au niveau des résultats, au vu des dimensions en fait de la pièce par rapport aux canaux de régulation, ça ne change pas grand-chose à si on lance une simulation de manière isotherme. Donc en fait, ce que je conseille, c'est que le maillage FEM ou le maillage thermique pour la micro-injection, on peut l'ajouter de façon à ce que à justifier ou à en tout cas être sûr que la stratégie de régulation qu'on utilise pour notre pièce est bonne. Mais sinon, on peut garder de manière générale le résultat isotherme qui sont représentatifs. Donc une petite récapitulatif de ce qui a été évoqué.
Donc, en gros, pour avoir un maillage qui vise une meilleure représentativité des résultats, enfin, pardon, un modèle qui vise une meilleure représentativité des résultats, il faut jouer au niveau de Modflow sur les paramétrages solver et sur les paramétrages du maillage. Donc, au niveau des paramétrages solver, comme je l'ai évoqué, mettre en place la viscosité élongationnelle, optimiser les valeurs d'échange de coefficients thermiques et augmenter le nombre de résultats restitués par Modflow. Et au niveau du maillage, donc discrétiser en 3D l'alimentation, ajuster le dimensionnement des éléments du maillage de la pièce, donc c'est-à-dire en les réduisant en surface et en augmentant le nombre d'éléments dans l'épaisseur. Et enfin, si on veut certifier l'utilisation de la régulation, l'utilisation que l'on fait ou le design que l'on a donné à notre régulation, lancer un maillage FM. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en comparaison la précision qu'apportent les différents paramétrages que j'ai évoqués et le temps de calcul, on va dire, qui contrebalance cet apport de précision. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des paramétrages du solver, on peut dire entre guillemets que ça ne mange pas de pain parce que ça permet d'avoir une précision bien meilleure ou en tout cas beaucoup plus grande sans augmentation du temps de calcul. Donc on va dire que de base, on peut paramétrer le solver sans qu'il y ait d'impact sur le temps de calcul. Le maillage de l'alimentation, lui, va augmenter aussi très fortement la représentativité des résultats, mais va aussi augmenter, lui, le temps de calcul. Le maillage de la pièce, lui, va augmenter de manière un petit peu plus légère parce qu'en fait, les résultats seront les mêmes en termes de valeur, mais par contre, au niveau de leur localisation, ça sera un petit peu plus précis. Donc ça aussi, ça peut augmenter un peu le temps de calcul. Et enfin, la thermique du moule qui apporte une précision sur la régulation, mais qui augmente le temps de calcul également. Donc maintenant, si vous avez des questions sur ça, je vais laisser ce slide de conclusion, donc qui résume un peu ce que je viens d'évoquer. Et je vais lire. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc j'espère que c'est parce que vous avez tout compris du premier coup. Et sinon, je vais attendre un peu que les questions arrivent. Et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et sinon, si vous n'en avez pas tout de suite qui vous viennent en tête, mais que vous en aurez plus tard, évidemment, vous pouvez toujours contacter le support. Le support pour toute problématique, question sur les simulations en micro-injection, mais aussi de manière plus générale sur l'utilisation de Molflow. Alors attendez, je sais pas. Pas question, je simule des pièces beaucoup plus grosses. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci avec. Ah ok, d'accord, ok, ça marche comme ça. Donc bonjour, j'utilise la version Autodesk Modflow Insight 2019.05 Update. Comment puis-je activer l'option viscosité élongationnelle dans l'onglet Rheological Properties? Alors en fait, dans la version 2019.05 de Modflow Insight, c'est déjà disponible, hein, la viscosité élongationnelle. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est, est-ce que j'ai ici, je vais ouvrir l'étude que j'ai faite pour la micro-injection pour vous montrer en direct. Yes. Donc en fait, il suffit de faire clic droit sur les caractéristiques de la matière, clic droit éditer, et donc aller dans l'onglet rhéologie, propriété rhéologique. Et de cette façon-là, vous allez avoir la viscosité élongationnelle qui est montrée, qui sera pas grisée en tout cas. Et donc vous pouvez la cocher et ensuite afficher les résultats de simulation, enfin afficher l'évolution de la viscosité élongationnelle. Alors attendez, je cherche comment. Est-ce qu'il y a deux? Merci pour la présentation. Bonjour, je suis la version. Donc ça, je l'ai déjà lu.
Donc alors attendez, je vais voir comment... Est-ce que... Ah, c'est le partage, partage... chez l'application. Donc ce que je vais faire, c'est moniteur 1. Donc là, normalement, vous voyez mon écran de mode flow. Et donc pour aller gérer la viscosité longationnelle, il suffit de faire clic droit ici, éditer. Et dans l'onglet Rheological Properties, donc vous avez... Bon là c'est en anglais, je suis désolé, c'est j'utilise, j'ai pas encore mis à jour ma version 2021. Extension Viscosity, donc viscosité longationnelle. Vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche. Et donc là, vous avez, bon là, en l'occurrence, j'ai mes paramètres par défaut. Enfin, pardon, pas mes paramètres par défaut, des paramètres qui ont été caractérisés. Et donc c'est ici qu'il faut que vous rentriez les coefficients de viscosité longationnelle. Juste du coup, tant que j'y suis, je vais vous montrer où aller pour les coefficients de HTC. Donc pour y avoir accès, hein, les coefficients de HTC, c'est dans Process Setting, Advanced Option, dans Solver Parameter, vous y allez. Et donc ici, vous avez dans l'onglet Mesh les paramétrages de viscosité longationnelle. Donc là, en l'occurrence, il faut mettre 7000. 7000, non, un petit peu plus que 7000, c'est 7700. 7700. Et de cette manière-là, eh bien, vous aurez les échanges thermiques qui seront reconsidérés et plus adaptés à la micro-injection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un bonjour. J'utilise la version. Je ne peux pas cocher cette case. Oui, alors l'option grisée. Oui, voilà. Donc en fait, comme je vous disais, l'option est grisée, je ne peux pas cocher la case. Donc il faut bien que dans les paramètres de maillage, vous faites clic droit et éditer et pas détail. Il faut que vous fassiez, il faut que vous allez sur la case, clic droit, éditer. Et donc là, Rheological Properties, Extension Viscosity. Et comme je vous disais, là, vous pouvez changer les paramètres. Eh bien, de Tosello, alors, la référence pour le HTC, est-ce qu'elle est bien de Tosello? Je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai fait il y a un petit moment. Elle est de... Tosello, vous dites c'est le nom de la personne ou... Parce que si c'est ça la question, c'est pas le cas, non. Propriété, merci d'avance. Donc bonjour, je dis la version. Alors, pourquoi la viscosité longationnelle aurait-elle plus d'effet sur la micro-injection que l'injection classique dans la mesure où les débits du seuil d'injection sont extrêmement faibles? C'est pas que elle va avoir plus d'effet, c'est que son effet va être plus... Enfin, c'est que elle aura les mêmes effets, mais c'est que ça sera plus conséquent sur la micro-injection parce que le volume de matière à remplir est beaucoup plus faible. Et donc en fait, là où la viscosité longationnelle, comme je vous disais, c'est un phénomène qui va se passer au niveau du passage du seuil. Sauf que le passage du seuil pour une pièce à dimension, on va dire normale, entre guillemets, c'est la zone où est injectée la pièce, si vous voulez, la zone du seuil. Si on fait un ratio avec le volume total d'une pièce injectée classique, c'est tout petit. Alors qu'en micro-injection, vu que la pièce est extrêmement faible et que le seuil est à un certain diamètre, quoi, les dimensions sont tellement réduites que forcément, ça va impacter de manière beaucoup plus conséquente une pièce qui sera micro-injectée, parce que comme je vous dis, les dimensions de cette pièce sera beaucoup plus faibles.
Ensuite, ok, merci. Bonjour. Alors, j'ai quelqu'un qui a mis bonjour. Je sais. Bonjour, je ne peux pas cocher cette case, donc j'ai répondu pour la case. L'option est grisée, j'ai répondu. Merci pour la présentation. Ok, ok, merci. Pas de questions. J'ai simulé des pièces beaucoup plus grosses. Ok. Débit seuil d'injection sont extrêmement faibles. Bon. Propriété, ça c'est bon. Bah, écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Et comme je vous disais, si vous avez des questions supplémentaires ou vous voulez entrer un petit peu plus dans le détail, je vous invite à contacter le support pour qu'on puisse en discuter. Et sinon, je vous dis à bientôt dans le cadre de l'utilisation de Modflow et dans le cadre des échanges que Applicit peut avoir avec vous. Merci et je vous dis au revoir et bonne journée.